Il faut bien se préparer, mais ça sert à rien de se préparer pendant 10 ans non plus. Une fois qu'on s'est préparé et qu'on a suffisamment de confiance en soi et qu'on s'est armé, qu'on s'est formé, eh bien il est temps d'y aller et il faut le faire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés du Gîte. Je m'appelle Laura et il y a 2 ans j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast, afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Voilà un épisode que j'avais hâte de vous proposer. Bon, comme tous les épisodes en fait. Celui-ci se concentre sur la stratégie marketing et le positionnement de marque. Pour développer ces thématiques, j'ai invité Marc-Antoine de la rue du Camp, fondateur et CEO d'Ododo. Depuis janvier 2019, Marc-Antoine propose une formation en ligne, l'accélérateur Ododo, pour enseigner aux propriétaires de chambres d'hôtes et de gîtes comment faire pour augmenter leurs réservations en direct et faire baisser ce qu'ils paient en commission aux OTA. Au-delà de la présentation de la formation Ododo, Marc-Antoine partage ses 3 conseils pour aider les porteurs de projets et les erreurs à éviter. Nous avons aussi abordé des points plus techniques tels que l'effet billboard, le choix d'un bon outil de gestion, l'intérêt des labels ou l'importance d'analyser ces indicateurs clés de performance. Pour vous aider à creuser certains sujets, vous retrouverez dans les notes de l'épisode des liens vers des articles spécialisés et détaillés. Marc-Antoine a une expertise très marketing de notre activité et je trouve intéressant de se rappeler qu'au-delà de la passion qui nous anime chaque jour, il nous faut avant tout garder une vision stratégique et commerciale de notre métier. Pour cela, je laisse donc place à ma conversation avec Marc-Antoine de la rue du Camp, fondateur de la formation Ododo. Bonne écoute à tous. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Laura. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc vous êtes le fondateur du programme de formation Ododo qui propose un coaching et des vidéos e-learning pour aider les hôteliers à améliorer leur commercialisation et aussi s'affranchir des OTA, donc les agences de voyage en ligne telles que Booking, Expedia, TripAdvisor et d'autres. Avant de détailler davantage le programme de formation, pourriez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours et sur la création d'Ododo, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Moi, je suis vraiment un pur produit de l'industrie hôtelière française puisque en fait, je suis tombé dedans assez petit. J'ai fait les études classiques, donc c'est-à-dire une licence en direction hôtelière internationale à l'Institut Vatel à Paris. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir aller étudier aux États-Unis. Donc, je suis allé faire un MBA dans le même domaine en Californie. Et j'ai commencé ma carrière dans un palace à Paris, au Ritz. Ensuite, j'ai travaillé chez Ritz-Carlton, qui est une chaîne américaine d'hôtels de 5 étoiles. Et après, j'ai basculé un peu dans la restauration. J'ai travaillé pour le chef anglais Gordon Ramsay, qui est relativement connu, va-t-on dire, Je crois. puisque c'est lui qui a lancé Hell's Kitchen. Voilà. J'ai dirigé un de ses restaurants à Los Angeles. Et puis après, je suis rentré en France et j'ai été directeur d'hôtel très jeune, puisque à 22 ans, je dirigeais un 4 étoiles en France, un 40 chambres. Et c'est ça qui m'a vraiment lancé dans le bain des problématiques liées à la commercialisation dans l'hébergement. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Wow, quel parcours! Ouais. C'est-à-dire que quand on commence à bosser à tôt en fait dans notre industrie, on peut progresser vite et en particulier quand on voyage à l'étranger. Alors en France, l'âge peut être un facteur parfois bloquant. Aux États-Unis, pas du tout. Donc c'est vrai que ça m'a permis d'accélérer assez vite mon début de carrière. Et qu'est-ce qui vous plaisait le plus? Qu'est-ce qui vous attirait le plus? C'était, le service client? C'était le prestige? C'était, les stratégies, Ah, tout ce qui brille, hein, comme les femmes qui aiment les diamants, bien sûr. Enfin, comme ma femme, en tout cas. En fait, il y a une époque, où on se pose les questions de ce qu'on veut faire plus tard. Il se trouve que je voulais un métier dans lequel on bouge beaucoup. Je voulais un métier international. Je voulais un métier où on gagne quand même relativement bien sa vie et dans lequel il y a du travail, parce que c'est pas le tout. Il fallait quand même pouvoir trouver un emploi derrière. Et j'adorais tout ce qui était lié en fait à la bouffe et au vin et au fait de recevoir. Et à l'époque, mes parents, pour des raisons diplomatiques, recevaient beaucoup et je voyais ça d'un très bon œil. Et en fait, moi, j'ai commencé par la partie restauration. Mais quand vous commencez par la partie restauration et que vous vous faites gueuler dessus en cuisine, vous vous dites qu'en fait l'hébergement c'est vachement bien. Et donc, j'ai basculé du côté hébergement et je ne regrette pas du tout. et comment est né du coup Ododo?
Qu'est-ce qui a fait émerger cette idée? Comment ça s'est construit? Alors, Ododo, c'est le fruit de plein d'années d'expérience, et d'une volonté de partager et d'aider. En fait, comme je vous l'ai expliqué il y a une dizaine d'années, j'étais directeur d'un hôtel indépendant et j'ai fait face à ces problématiques de commercialisation où on se rend compte quand on est hôtelier qu'on doit porter plein de casquettes différentes, hein. Il faut à la fois qu'on connaisse notre métier d'hôtelier, mais il faut être un peu comptable, il faut être un peu directeur des ressources humaines, il faut savoir recruter, il faut savoir former, il faut connaître suffisamment de choses dans le marketing digital pour gérer son site internet, ses réseaux sociaux, il faut faire de la relation presse, et cetera. Il y a tellement de choses différentes à faire et ça, on ne nous les enseigne pas, hein, même dans les écoles hôtelières. Et c'est très difficile d'avoir des profils complets et même quand on constitue une équipe, souvent il manque certaines choses. Le plus gros problème auquel je faisais face à l'époque, c'était les OTA, bien évidemment. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, l'établissement pour lequel j'avais repris la direction, c'était 80% de son chiffre d'affaires qui était apporté par Booking.com. Donc ça représentait un montant de commission faramineux. Et une dépendance, énorme. Ah bah, complètement, oui, c'est ça. Et donc moi, quand j'ai repris cet établissement et que j'ai mis le nez dans la compta et que j'ai vu ça, j'ai sauté au plafond, je me suis dit: «C'est pas possible». Mais à l'époque, je connaissais rien pour ainsi dire, hein. J'avais beau avoir fait des études, je n'y connaissais rien. J'avais aucune idée de ce que c'était qu'un site internet, à part le fait que je savais comment y aller depuis Google, je savais pas ce qui se cachait derrière. Je connaissais rien au marketing digital, je ne savais pas ce qu'était une stratégie commerciale, une stratégie de communication, un position de marque. Donc, je me suis un peu rebellé, je me suis dit: «C'est pas possible, je peux pas sortir de ces études, et prendre la direction d'un hôtel et ne pas savoir ces choses-là». Donc je me suis mis à glaner du savoir et du savoir-faire et je me suis surtout mis à appeler des hôteliers, hem, dès que je voyais un hôtel où j'avais l'impression qu'ils faisaient de la vente directe, parce qu'ils mettaient un message de vente directe sur leur site internet, je les appelais et je leur demandais quels étaient les trucs et les astuces qu'eux mettaient en place. Et donc à force, j'ai collecté plein de conseils, de trucs et d'astuces que j'ai testés. J'ai acheté de la formation pour apprendre à faire un site internet moi-même et tout ce genre de choses. Et à force de tester, j'ai éliminé les choses qui n'avaient pas eu de bons résultats et puis j'ai conservé ce qui fonctionnait et j'ai créé une espèce de recette, hein, pour revenir à mes premiers amours de la restauration. Et au fur et à mesure que j'appliquais cette recette pour mon établissement et que ça fonctionnait, eh bien, j'ai eu, des collègues hôteliers qui sont venus me voir pour apprendre la recette et c'est là où, ça m'a mis la puce à l'oreille de me dire: «Tiens, je pourrais leur vendre la recette» parce que c'était un travail monumental. Donc en fait, à l'époque, j'avais pas encore eu l'idée de tout digitaliser comme on l'a fait avec Ododo. J'ai créé en fait, quand j'ai quitté le poste de direction de cet hôtel-là, j'ai créé une, boîte de conseils, tout ce qu'il y a de plus classique, que j'avais appelé Archange Consulting à l'époque. J'aimais bien l'image de l'archange qui protégeait les hôteliers puisque c'était le but du jeu. Et là, bah, voilà, je me déplaçais, j'allais voir des hôteliers et je leur transmettais ce savoir. Hein, c'est on va dire le format très classique d'un consultant. La problématique liée à ça, c'est que, bah, d'abord, c'est un coût élevé pour les hôtels, hein. On vend des journées de conseil à 1 200-1 500 € la journée. Donc ça excluait d'office tous les petits établissements qui pouvaient pas mettre ce type de budget pour être aidés et ça, je trouvais ça vraiment dommage. L'autre problématique, c'est que, les hôteliers, on a un emploi du temps très variable et on a souvent des urgences de dernière minute. Quand on est consultant et qu'on doit se déplacer, on ne peut pas anticiper ça. Donc parfois, vous faites 200 kilomètres pour aller voir un client et puis malheureusement, bah, le rendez-vous que vous aviez prévu pour bosser ensemble, il tombe à l'eau parce qu'il y a une catastrophe. Il y a par exemple un membre du staff qui est pas venu et il faut que le directeur fasse le bouche-trou et ainsi de suite, quoi. Et puis il y avait un autre problème, c'est que je me suis rendu compte en fait en étant dans cette position de consultant que ça déresponsabilisait complètement les hôteliers, ou en tout cas les gens que je formais, puisqu'ils attendaient non seulement de la part du consultant qu'on leur transmette un savoir, mais c'était toujours de notre faute si quelque chose n'allait pas. Et je trouvais ça très dommage que les gens ne soient pas responsabilisés pour reprendre en main le destin de leur établissement. Et puis le dernier point, c'est que je me répétais sans arrêt puisque au final, on se rend bien compte que, les problèmes que sont les conséquences qu'on connaît aujourd'hui ont souvent à la racine les mêmes causes et donc, bah, souvent j'étais amené à répéter la même chose, et ça c'est très fatigant. J'ai beaucoup de j'ai beaucoup d'admiration pour les professeurs, par exemple au lycée ou en université qui répètent la même chose à longueur d'année. Et c'est là, en fait, où j'ai décidé de tout digitaliser. Alors c'était, bien avant que le enfin, c'était bien avant, c'était 6 mois avant, la crise sanitaire. Donc certains un jour m'ont flatté en me disant: «Ah, vous avez été un visionnaire», mais en fait non, j'ai juste eu de la chance et c'est parti d'un constat qui n'avait rien à voir avec le covid. C'est juste que, voilà, les points que je vous ai cités précédemment faisaient que j'avais envie de faire évoluer le business model et donc j'ai vendu Archange Consulting et j'ai créé Ododo,
avec en tête 3 leviers pédagogiques. Donc l'accélérateur Ododo, hein, puisque c'est le nom de la formation. Ododo, c'est le nom de l'entreprise, mais vraiment la formation, c'est l'accélérateur Ododo. C'est un package dans lequel il y a 3 leviers pédagogiques. Le premier, c'est la formation, donc en e-learning, sous format vidéo, qui sont préenregistrés avec des documents de support que les élèves peuvent télécharger et ils avancent à leur rythme. Le deuxième levier, c'est qu'on sait bien que chaque établissement et chaque individu est unique, et donc ils ont besoin d'un accompagnement personnalisé. Donc à chaque fois que nos élèves ont besoin d'un accompagnement, ils peuvent réserver en ligne, dans un agenda connecté, un rendez-vous avec un coach. Et le coach va toujours être la même personne, hein, pour l'élève qui est suivi. Ce qui permet en fait d'avoir un suivi hyper personnalisé sur chacun des projets. Et puis le troisième levier, bien évidemment, c'est la communauté, hein, puisqu'on sait très bien que l'union fait la force, et donc ça permet de partager des trucs, des astuces, et puis ça permet de s'entraider, parfois aussi d'avoir du support psychologique, en particulier pendant cette foutue crise sanitaire, où on est bien content de temps en temps de pouvoir pousser un coup de gueule et de voir qu'on n'est pas les seuls à être dans une situation délicate et de pouvoir se soutenir moralement les uns les autres. À qui s'adresse, du coup, la formation, l'accélérateur, mais aussi les coachings et cetera? On forme, typiquement des hôteliers indépendants, des propriétaires de maisons d'hôtes et de gîtes et des multipropriétaires de meublés de tourisme. Hein, c'est vraiment le cœur de notre clientèle, et c'est, à peu près, on va dire, allez, ça doit être un un bon tiers d'hôteliers indépendants, heu, un bon tiers de maisons d'hôtes et de gîtes et un petit tiers, je sais que c'est pas proportionnel, de multipropriétaires, en fait, de meublés de tourisme. Et de qui se compose votre équipe aujourd'hui? Alors ça, c'est la grande chance, je pense, d'Ododo, c'est qu'on a une équipe avec, une expérience hallucinante. Donc nous sommes, 3 cofondateurs. Il y a, quelqu'un qui est caché, que vous ne voyez pas, mais qui travaille pourtant très dur pour nous, qui s'appelle Florent. C'est notre geek, hein, c'est lui qui fait, qui entretient la plateforme, qui la crée, puis on a pas mal de surprises d'ailleurs, à vous apporter cette année avec ça. Après, on a Yorick Mercier. Donc Yorick Mercier, il s'occupe du développement commercial. Énorme expérience dans l'hôtellerie. Pareil, a été directeur d'hôtel très jeune, plusieurs gros hôtels, et puis ensuite a travaillé dans le monde de la start-up des logiciels hôteliers. Ce qui permet d'apporter dans l'équipe un savoir-faire assez unique. Il a été, par exemple, directeur des ventes et puis VP des ventes, donc vice-président des ventes de plusieurs très grosses sociétés dans le domaine, dont une qu'on connaît au moins de nom pour les hôteliers qui s'appelle Fast Booking, qui a été rachetée par Accor et qui s'appelle maintenant The Edge. Donc ça, c'est pareil, c'est un super talent dans l'équipe. Et puis après, on a les coachs. Donc on a Philippe, qui est un ancien hôtelier. Alors pareil, hein, Philippe, c'est 25 ans d'expérience dans la direction hôtelière, d'unités allant de 20 chambres à 200, il me semble. Donc fantastique. On a Hervé, pareil. Donc Hervé, lui, c'est un hôtelier indépendant. Et lui, contrairement à Philippe, qui était directeur et en poste en tant que directeur, Hervé, lui, il a été de l'autre côté de la barrière en tant que propriétaire de son propre hôtel indépendant. Donc ça, c'est pareil, quand ça discute avec les élèves, c'est génial parce que lui, il a une perspective de propriétaire, ce qui est rare. On a Solange, top, une flèche en marketing. Elle a entre autres travaillé à l'hôtel du Palais à Biarritz, qui est super connu, sur toute la partie développement marketing et communication. Donc ça, c'est un atout formidable aussi pour tous les élèves qui veulent discuter avec elle. Ça apporte une expérience et une plus-value, une super plus-value. Et puis dans les coachs, on a Jean aujourd'hui, qui lui apporte une expérience très opérationnelle, avec toute la partie hébergement, réception, et cetera. Et donc ça, c'est aussi un super complément. Et puis on a d'autres recrues qui arrivent, mais qui sont pas encore là. On a un petit peu caché derrière les écrans Clotilde, qui s'occupe de toute notre communication. Elle a pris le relais, donc c'est toujours moi que vous voyez sur les vidéos de blog, mais c'est plus moi qui mets ça en forme, et qui choisit les mots-clés, qui les poste, qui fait toutes ces choses-là. C'est plus moi qui m'en occupe parce que j'ai plus le temps. Bah, on la découvre un peu en story de temps en temps, donc c'est chouette. Ouais, voilà, c'est ça. Et on a pour projet de faire des portraits plus élaborés de chaque membre de l'équipe, mais pour ça, on voudrait se voir physiquement pour le faire dans notre studio, mais c'est vrai que, bon, pour le moment, avec le Covid, c'est pas facile. Et puis après, on a des petites mains en support administratif, bien évidemment, parce qu'on est un organisme de formation bien certifié par l'État, donc il y a plein d'obligations administratives qu'on a à remplir, qu'on a aussi Ruby et Sarah qui sont là pour nous aider. Et puis on a des nouvelles recrues là qui vont arriver dans le mois, donc vous les découvrirez sur les réseaux sociaux au fur et à mesure. Combien d'élèves accompagnez-vous?
Alors je savais que vous alliez me poser cette question, donc je me suis préparé. On est très précisément C'est bien. on est très précisément à aujourd'hui à 338 élèves. Dans la formation, où beaucoup qui ont déjà fini, beaucoup qui sont en cours, mais voilà, on en est à 338 en un petit peu moins d'un an et demi, donc c'est pas mal du tout. Ça montre à quel point, il y a un vrai essor aussi, pour le métier et un besoin de formation, de connaissances en tout cas. Absolument. Ah, il y a une énorme soif de toute façon de progresser. Et puis je pense que la chance qu'on a eue, c'est qu'on a réussi à obtenir des résultats très positifs pour nos premiers élèves très vite et du coup après ça fait boule de neige, d'abord le bouche à oreille, est génial, hein. Nous, c'est ce qui nous apporte la plupart de nos élèves aujourd'hui, c'est le bouche à oreille et c'est vrai que rien ne remplace, les résultats que vos élèves ont. Quand vous formez quelqu'un, de toute façon, vos résultats sont intimement liés aux résultats de vos élèves. Donc c'est sûr que dès que vous avez des élèves qui ont des excellents résultats, ça se sait et forcément, le bouche à oreille fait le reste. Vous l'avez dit que donc la formation se fait en ligne par, des vidéos que vous avez déjà réalisées, donc chacun est assez libre de suivre le rythme qu'il souhaite. Mais, est-ce qu'il y a des prérequis pour participer quand même à cette formation, pour s'y inscrire? Alors il y a des prérequis, mais ils sont vraiment très basiques. Il faut une connexion internet et un accès, donc un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. À part ça, non. Donc ça reste très basique comme prérequis, mais il y en a un malgré tout qui est essentiel, c'est qu'il faut de la motivation. Parce que ce qu'on enseigne, est à l'enseignement est dense, on fait faire beaucoup de choses et quelqu'un qui n'est pas motivé va avoir du mal à mettre tout ça en place. Donc il faut vraiment de la motivation et de toute façon, nous, on ne veut pas accompagner des gens qui ne sont pas motivés. Donc c'est vraiment le prérequis, c'est quelqu'un qui a envie de s'en sortir, quelqu'un qui a envie de faire plus de marge avec son établissement, plus de chiffre d'affaires, plus de réservations directes, payer moins de commissions aux agences de voyage en ligne. Hein, il faut vraiment que ça les prenne aux tripes et qu'ils aient cette envie ancrée en eux. Sans quoi, c'est difficile de les accompagner. Et nous, de toute façon, vous ne pouvez pas devenir élève de la formation sans au préalable passer par l'étape qui est le diagnostic, qu'on appelle aussi l'audit, avec l'un des coachs qui va juger de cette motivation. Il va juger de vos besoins, il va juger de vos points forts et de vos points faibles pour comprendre où vous en êtes, faire un état des lieux et savoir si oui ou non on peut réellement vous aider. Et puis il va aussi être là pour juger de votre motivation. Et si on sent que la motivation n'est pas au rendez-vous, eh bien on ne propose pas nos services à la personne. J'imagine qu'il faut aussi savoir se remettre en question parce qu'on est peut-être ouvert depuis quelques mois ou peut-être pour certains années. On stagne ou autre et il faut savoir aussi, se reconfronter à ce qu'on a pu mettre en place, à des erreurs qu'on a peut-être fait et cetera, donc ça doit pas être facile effectivement. Sans arrêt. La remise en question dans notre industrie, elle doit être perpétuelle. Dès qu'on pense que quelque chose est acquis, c'est qu'on fait fausse route. Il faut sans arrêt tout remettre en cause. C'est très difficile, mais c'est aussi la chance pour tous nos élèves, c'est que nous, on le fait pour eux. Donc comme on est sans arrêt en train de faire une veille à la fois sur les méthodes, les stratégies, mais aussi les outils, eh bien, eux peuvent, entre guillemets, se reposer sur nous pour le faire pour eux. Et dès qu'il y a quelque chose de nouveau ou qui évolue, on les tient au courant. Vous connaissez certainement notre chaîne YouTube où on donne beaucoup de contenu gratuit pour aider. Et puis, bien évidemment, s'il y a des choses de fond et très importantes, eh bien, nous, on met à jour les modules de formation vidéo pour tous les élèves pour qu'ils puissent continuer à progresser. Combien de temps dure la formation? Ah, c'est une excellente question. Alors, ça dépend de chaque élève. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils y ont un accès ad vitam aeternam, hein. Donc, une fois qu'ils deviennent élèves, ils ont un accès illimité dans le temps à la formation et à la communauté. Le coaching, lui, est limité à la première année, hein. On ne peut pas le faire illimité ad vitam aeternam parce que ça demanderait trop de ressources humaines. Mais la première année, ils ont le coaching autant qu'ils le souhaitent. Il y a une trentaine d'heures de formation enregistrées avec les documents support. Mais bon, il faut compter au moins le double d'heures à cause du travail personnel qu'il y a à faire. Parce que dans cette formation qui est très concrète, on n'est pas là juste pour vous raconter des choses et vous pour les écouter. On vous fait faire le travail. Donc forcément, après chaque module, eh bien, il faut effectuer le travail. Donc il faut compter en moyenne 65 heures pour effectuer le travail. Il y en a qui vont avancer plus vite que d'autres, mais voilà, c'est à peu près la moyenne qu'on a mesurée avec les élèves, c'est 65 heures. Et quel budget faut-il prévoir pour bénéficier de cet accompagnement? Alors nous, c'est super transparent, hein, le package entier est à 1 500 €.
L'énorme avantage que les élèves ont, c'est que comme nous sommes un organisme de formation datadocké, hein, donc certifié par l'État, ils peuvent se faire financer notre formation, notre package, hein, donc la formation, l'accompagnement et la communauté, c'est un seul et même package, par les opérateurs de compétences dont ils dépendent. Et beaucoup dépendent d'opérateurs de compétences sans le savoir. Hein, vous savez, on paye des impôts, mais on ne sait jamais à quoi ils servent. Et ben voilà, ça sert à ça, entre autres. Et donc, ils seront ravis de savoir que nous, en fait, on leur fait les dossiers administratifs avec eux ou pour eux en fonction des cas, pour qu'ils puissent aller chercher les financements. Et aujourd'hui, c'est à peu près 98 à 99% des élèves au dodo qui sont financés en fait par les OPCO pour la formation. Donc, ils achètent, mais ils se font rembourser l'intégralité de la formation. On ne peut pas choisir de ne faire qu'un module de la formation. C'est la formation, le package complet, mais on ne peut pas s'orienter sur une problématique en particulier. Alors, vous pouvez, mais ça n'a aucun intérêt. En fait, je prends toujours l'image du puzzle. Dans cette formation, on rassemble plein de pièces de puzzle différentes et l'objectif, c'est de mettre justement toutes ces pièces ensemble pour qu'on ait un puzzle fini. Et le puzzle, qu'est-ce que c'est? C'est un maximum de chiffre d'affaires, un maximum de marge en passant par un maximum de réservations directes pour diminuer ce qu'on me paye aux commissions aux OTA. Si vous mettez juste quelques-unes de ces pièces du puzzle que vous allez très bien faire, mais pas les autres, eh bien ça sert à rien. Un puzzle incomplet, ça reste un puzzle incomplet. Peut-on demander un suivi plus personnalisé ou peut-être même en présentiel ou ça ne fait pas partie de vos offres, en tout cas actuellement ou pas même pas pour l'avenir? Alors, on peut difficilement faire plus personnalisé que ce qu'on fait, pour tout dire, parce que dès qu'un élève a besoin d'aide, il peut réserver un rendez-vous en face à face avec un coach. Alors c'est du face à face, avec, les outils de communication qu'on a aujourd'hui, hein, on est obligé lié à cette crise sanitaire. Mais bon, pour le moment, c'est très, très efficace. On a le projet de faire ce qu'on appelle des masterclass physiques, donc qui sont complémentaires de ce qu'on fait avec l'accélérateur au dodo. Mais bon, le Covid nous a un peu foutu tous ces plans à l'eau. Ça fait plus d'un an qu'on voulait le faire. Donc, on attend que le monde revienne à la normale, entre guillemets, pour pouvoir faire des masterclass sur des sujets particuliers qui nous sont demandés. Mais oui, pour répondre au cœur de votre question, c'est vraiment ultra personnalisé et c'est aussi une des forces de ce modèle qui est d'allier le e-learning avec une ultra personnalisation, puisque aujourd'hui on a quasiment soit tout l'un, soit tout l'autre, et pas le bon équilibre. Et ce bon équilibre nous permet de proposer un package de formation hyper complet à un tarif hyper agressif. Est-ce qu'il y a, un profil qui ressort? Est-ce que c'est plus une formation, qui est, engagée par des personnes, qui sont encore en phase de lancement, qui mettent en place avant, l'ouverture? Ou c'est des personnes qui sont plutôt installées depuis longtemps et qui, comme je le disais un peu plus tôt, qui stagnent ou qui sentent qu'effectivement, il y a peut-être un peu trop de budget pour les OTA et qui souhaiteraient réorienter leur commercialisation et qui remettent en question un petit peu toute leur activité? Ah, c'est une excellente question. Alors on a les 2. On a les 2 et c'est très marrant parce que les gens qui nous «découvrent en cours de route» entre guillemets, regrettent de ne pas nous avoir connus à leur lancement, avant leur lancement. Ils nous le disent systématiquement. Et à l'inverse, ceux qui nous ont connus là dans leur phase de préparation et de lancement, bénissent le ciel tous les jours de nous avoir connus parce que ça leur a évité de tomber dans plein de pièges. Donc on a les 2 et on a de plus en plus de porteurs de projets. Encore une fois, c'est le bouche à oreille qui fait son bout de chemin et c'est vrai que ça va faire gagner énormément de temps et d'argent aux porteurs de projets, puisque ça va leur éviter de tomber dans des écueils, que quasiment tout le monde va faire face à ces écueils. C'est impossible de maîtriser tous ces savoirs sans être formé. Donc quand on vient d'un autre monde, puisque c'est souvent le cas, hein, les gens qui se lancent dans l'hôtellerie indépendante ou dans les maisons d'hôtes et gîtes, sont souvent des gens qui sont issus d'une première carrière. Ils ont eu un commerce, ils ont eu une carrière, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans quelque chose d'autre et ils tombent amoureux, d'une région ou parfois même d'une bâtisse et ils se disent: «OK, on en a ras-le-bol de la ville, métro boulot dodo, c'est fini. Allez, on se lance dans ce projet». Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils sont à fond dans le projet immobilier, déco et confort et accueil de la clientèle. Et puis un jour, tout est prêt et il faut accueillir la clientèle, il faut la faire venir. Et là, en fait, ils se sont jamais posé la question de tout ce qu'il fallait mettre en place pour essentiellement vendre. Se Parce faire qu'on connaître. oublie Mmh. toujours mais Mmh. ouais, en fait, ce sont des projets de cœur. Hein, ce sont toujours des projets de cœur. Et donc, quand on a un projet de cœur de ce type-là, on, on ne pense pas que vendre, c'est important. On se dit, ça va être tellement bien que de toute façon, ça va se vendre tout seul.
Sauf qu'il y a une réalité économique, c'est que quand on se lance dans ce type de projet, on est chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, il sait que sa première mission, avant de tout, c'est de vendre. Parce que c'est en générant des revenus qu'il va pouvoir faire vivre son entreprise, faire vivre son foyer, et puis aussi améliorer son entreprise. Justement, en parlant des porteurs de projets, quels sont les 3 conseils fondamentaux, pardon, selon vous, que vous souhaitez leur partager? Alors le premier, je vais le mettre en trois. Préparez-vous, croyez en vous, lancez-vous. Et je vais développer. Préparez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui ne se préparent pas ou qui préparent seulement un aspect de leur projet. Typiquement, l'aspect immobilier, travaux, rénovation, literie, petit déjeuner. Alors ça, c'est top niveau, hein. Et par contre, après, tout l'aspect commercialisation, par exemple, ils ont complètement omis ça. Donc, préparez-vous. Le deuxième, croyez en vous. La plupart des gens qui ont un projet de ce type-là vont avoir des amis ou de la famille qui vont leur dire: «Mais t'es dingue, fais pas ça, tu une carrière, t'as un Mais tu salaire, vas pas quitter un voilà exactement, CDI. tu vas pas quitter un CDI» et cetera. Alors ça, c'est les Cassandres, ils sont jaloux de votre culot, ils sont jaloux de votre courage, ils aimeraient eux avoir ce courage-là, mais ils ne l'ont pas et donc du coup, ils essayent de vous mettre des bâtons dans les roues pour se rassurer eux-mêmes. Oui, c'est ça, ils reportent leurs propres peurs sur nous-mêmes. Exactement. Et donc ces gens-là, eh bien, il faut gentiment leur dire, pas d'aller se faire foutre, parce que ça serait trop, mais presque. Non, il faut savoir fermer les écoutilles à ce genre de choses, ouvrir pour les gens qui sont au contraire à votre écoute et là pour vous donner de l'espoir et des conseils. Et il faut croire en vous, parce que n'importe qui peut y arriver à partir du moment où vous vous préparez bien. Et puis après, il y a un truc qui est essentiel, c'est qu'il faut se lancer. Ça ne sera jamais parfait. Jamais. Vous n'aurez jamais le site internet parfait, les chambres parfaites, et cetera. Et ceux qui cherchent à avoir tout parfait, ils vont mettre 10 ans à construire la maison d'hôte de rêve ou l'hôtel de rêve, et il y aura toujours un truc à redire et ils se lanceront jamais. Le meilleur moyen de s'améliorer, c'est de se lancer. Si vous voulez apprendre à nager, jetez-vous dans un lac, vous allez voir, vous n'aurez plus le choix, il faudra apprendre à nager. Donc c'est exactement la même chose. Il faut bien se préparer, mais ça sert à rien de se préparer pendant 10 ans non plus. Une fois qu'on s'est préparé et qu'on a suffisamment de confiance en soi et qu'on s'est armé, qu'on s'est formé, eh bien il est temps d'y aller et il faut le faire. Et au contraire aussi, quelles sont les erreurs à éviter quand on souhaite construire son projet? Alors, ben ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que une énorme erreur et celle qu'on voit le plus souvent, nous, avec les élèves de l'accélérateur au dodo, c'est qu'ils ont tous oublié que dans ce métier-là, le nerf de la guerre, c'était de vendre. Donc, s'il y a une grosse erreur que je vois systématiquement et que je vous conseille de ne pas faire, c'est de bien prendre en considération que vous pouvez faire le meilleur produit du monde, à un moment donné, il va falloir le vendre. Et ça, c'est central dans une entreprise, hein, parce que l'argent, je sais bien, je sais qu'un jour, un grand philosophe a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Mais moi, je pense que le gars qui nous a sorti ça devait pas être pauvre hein, pour nous sortir un truc comme ça. Il devait être bien confortablement assis dans un canapé. Ouais, l'argent, ça fait pas le bonheur. Tu sais, le mec qui dit ça, il a les poches pleines. Bon, bah oui, c'est facile. La réalité, c'est que, en particulier pour ceux qui font des emprunts pour créer un établissement, et c'est très souvent le cas, le nerf de la guerre, c'est la vente. Si vous n'avez pas de revenus qui rentrent, vous n'allez pas pouvoir rembourser les traites de votre emprunt, du coup vous ne pourrez pas faire de marge, vous ne pourrez pas vous payer. Et là, ça devient un métier qui vous étrangle et qui peut être super compliqué si vous êtes pris au coup financièrement. Donc le nerf de la guerre, c'est toujours et avant tout la vente. Je sais que quand je dis ça aux élèves, ils me disent mais non, il y a quand même plein d'autres choses. Oui, il y a plein d'autres choses. Mais c'est avant toute chose la vente. Et la vente va vous permettre de résoudre tous les autres problèmes. Vous avez des commentaires négatifs sur votre petit déjeuner, vous inquiétez pas. Si vous faites des ventes, vous allez pouvoir investir pour avoir une meilleure machine à café, etc., etc., etc. Alors, étant donné que vous êtes un pro de la veille, combien d'établissements hôteliers se créent chaque année en France? Alors, j'ai pas les chiffres sur les créations. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez stable depuis une dizaine d'années. On oscille entre 17 à 18 000 hôtels en France. Alors ça comprend tout type d'hôtels, les indépendants comme les chaînes. Euh, en 2020, j'ai pas les chiffres de 2021, mais en 2020, il y avait 23 000 maisons d'hôtes en France, hein, ce qui est énorme. Donc il y avait plus de maisons d'hôtes que d'hôtels. Il y avait à peu près 8 000 campings. Et puis, et là c'est le gros, 90 000 meublés de tourisme. Et dans les meublés de tourisme, eh bien, vous allez avoir des gens qui font que du Airbnb, mais vous allez avoir aussi des gîtes, hein, il y en a beaucoup. Donc les chambres d'hôtes, sur l'ensemble du parc, hein, en comprenant tout ce que je viens de vous donner, les chambres d'hôtes, ça représente à peu près 17% du parc.
ce qui est énorme et c'est en forte croissance. Oui, il y a justement, dans le journal, télévisé du soir de France 2, il y a quelques jours, il y avait un mini reportage sur, des chambres d'hôtes et il disait il y avait eu la création de 2000 chambres d'hôtes, en 2020. Ce que je trouve assez, énorme, en plus en connaissant du coup le contexte, que nous vivons. Oui, alors en soi, c'est le en soi, c'est le meilleur moment pour créer du coup parce que Ouais, non mais, j'en suis si, persuadée aussi. s'il y a un moment pour le faire des travaux et cetera, c'est maintenant, quoi. Parce que quand ça va repartir, c'est sûr que ça va repartir. Est-ce que vous pensez que l'offre peut être saturée? Alors, en France, on en est loin, hein, peut-être que vous le savez, mais il y a un déficit du nombre d'hébergements en France pour accueillir le flux touristique qui vient en France d'habitude. Alors, je dis bien d'habitude, hein, parce que là, ça s'est raréfié, mais de manière générale, en France, structurellement, on n'a pas suffisamment d'hébergements. Il faut comprendre aussi que, il y a un déséquilibre entre le milieu urbain et le milieu, périurbain, voire carrément la campagne. Les fermetures d'hôtels qu'il y a eu ces 10 dernières années, elles se sont faites dans les provinces et dans les vraiment en milieu rural. Pour une raison simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, partaient à la retraite et les établissements étaient dans des états qui nécessitaient de telles rénovations que personne n'a pris la main pour des choses qui essentiellement ne seraient pas forcément rentables ou aussi rentables que ça pourrait l'être en ville. Et donc ce déséquilibre, maintenant se fait sentir. Et on voit bien que dans le monde rural, il y a des endroits où on manque, d'hébergement et c'est ce qui permet d'ailleurs à certains de pratiquer des prix assez forts. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux, pour satisfaire une demande qui est croissante et je pense en plus, et alors là, ça n'engage que moi, que cette situation sanitaire va engendrer une demande accrue de, décentralisation de la part des touristes. Ils vont vouloir aller à la campagne. Et c'est évident que le monde rural va tirer son épingle du jeu, de ce qui va être le post-crise sanitaire puisque, bah, les gens se rendent bien compte que, bah, eh oui, à la campagne, on respire bien, il y a de l'air, il y a des grands espaces, il y a des choses qu'on ne retrouve pas en ville et ça va jouer à mon avis, hem, ça va avoir une influence durable sur la distribution de la demande entre monde urbain et monde rural et puis il y a un autre facteur aussi, c'est que le tourisme d'affaires bah, s'est écroulé. On ne sait pas combien de temps il va mettre à reprendre et on sait bien que le tourisme urbain dépend beaucoup de cette clientèle affaires. Maintenant à voir, hein, si les entreprises, mettent durablement en place des outils de télétravail, annulent certaines réunions qu'ils faisaient avant où ils se déplaçaient et cetera, c'est sûr que ça va encore une fois jouer sur cet équilibre. Pour tous les établissements qui sont déjà installés ou pour ceux qui sont, en cours de lancement, sur quels facteurs il faut jouer la différenciation selon vous? Alors, bah, ça, c'est un truc sur lequel on forme dans l'accélérateur au dodo. C'est pas quelque chose auquel on ne peut répondre simplement, malheureusement. J'aimerais bien avoir une réponse toute faite, mais c'est pas simple. Il faut d'abord commencer par faire un audit complet de ses forces et de ses faiblesses, et une petite étude de marché de ce qui se passe autour de soi. Sans ça, c'est impossible de répondre à cette question et c'est une des choses sur lesquelles on accompagne les élèves, ouais. Non, mais c'est une réponse parfaite parce que justement, ça prouve qu'il faut rester soi et se concentrer sur ses propres forces et ses propres faiblesses. Il y a pas de schéma type et il faut pas justement aller chercher, à reproduire, voilà, quelque chose, mais il faut rester soi-même et c'est tout ce qui fait notre, différenciation. Ah, de toute façon, c'est une évidence. L'énorme carte que nous avons à jouer, c'est l'authenticité. Un booking.com ne peut pas jouer la carte de l'authenticité. Jamais personne n'ira, réserver une chambre et dormir dans les bureaux de booking.com. Ils réservent peut-être à travers la plateforme, mais ils vont venir séjourner chez vous. Donc il est évident que cette authenticité, c'est notre force, et c'est ce qui va nous permettre de séduire ces clients et de les fidéliser pour qu'ils reviennent en direct. Maintenant, c'est vrai que se différencier, ça dépend énormément de l'environnement dans lequel vous êtes. Auprès de quelle plateforme de réservation, pardon, faut-il être présent? Est-ce qu'il y en a qui sont incontournables? Est-ce qu'on peut faire l'impasse? Alors, je vais vous faire une réponse en tiroir. Il y en a qui sont incontournables, mais ça dépend de l'étape et de la maturité de votre établissement. Donc la première chose, c'est que nous, avec l'accélérateur au dodo, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, on ne vous dit pas que les agences de voyage en ligne sont vos ennemis, hein, vraiment pas. On dit que ce sont des outils qu'il faut apprendre à utiliser efficacement et qu'il faut en prendre avantage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des incontournables quand on débute. En particulier, en France, ça va être booking.com, peut-être Expedia dans certaines régions où ils sont bien développés et Airbnb en fonction de la nature de votre établissement. Pourquoi c'est indispensable? Parce que à
sans avoir à faire d'investissement en communication, ces plateformes vont vous donner de la visibilité à vos premiers clients alors que vous êtes en période de rodage. Et ça, c'est très bien. Vous ouvrez un établissement avec Booking.com, vous allez avoir des clients les premiers 15 jours. Et ça, c'est fantastique parce que vous, ça va vous permettre de prendre vos marques, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Un établissement qui est suffisamment mature, c'est-à-dire qui a quelques années d'expérience, qui s'est construit une clientèle, qui a fidélisé une clientèle, qui a noué des liens avec des entreprises pour faire venir de la clientèle affaires, qui comprend les mécanismes du marketing digital pour être le propre moteur de sa commercialisation, peut se passer des agences de voyage en ligne. Mais dire à quelqu'un qui débute que vous allez vous en passer, c'est ridicule. Surtout que ce serait se priver d'un outil fantastique. Je tiens quand même à préciser qu'on ne paye les agences de voyage en ligne que et uniquement que s'ils nous apportent un client. Moi, je dis souvent aux élèves, vous vous rendez compte de la chance qu'on a, le nombre d'entreprises dans d'autres secteurs qui seraient mais tellement contents d'avoir quelqu'un qui leur apporte des clients sans avoir à faire d'investissement préalable. C'est génial. On pourrait prendre un exemple tout bête, mais imaginez que vous êtes un garagiste et que demain, vous avez plus besoin de communiquer, ou que vous soyez n'importe quel autre commerce, hein, ça pourrait être une boutique d'habillement, par exemple. Vous avez plus besoin de communiquer parce que de toute façon, il y a une plateforme qui va vous apporter des clients et vous ne payerez cette plateforme que si quelqu'un achète dans votre boutique. C'est génial. Après, à vous de comprendre comment fonctionnent ces plateformes et tous les mécanismes qui vont derrière pour profiter de ces plateformes. Il y a quelque chose qui s'appelle l'effet billboard et ça s'apprend, ça se dompte, c'est des outils, encore une fois. Et comme ce sont des géants, on sait bien que ces géants ont des talons d'Achille. Et bien nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est que dans l'accélérateur dodo, on vous enseigne à tirer sur ces talons d'Achille autant que possible pour pouvoir en profiter, bien évidemment. Est-ce qu'il est plus facile de gérer son établissement avec un PMS, un CM ou donc c'est un channel manager ou un logiciel dédié à la gestion hôtelière? Alors encore une fois, ça va dépendre de quel type d'établissement on parle. Si vous avez, 1 ou 2 chambres d'hôtes ou si vous avez un gîte et que c'est pas votre source de revenus principale, vous pouvez faire ça, on va dire plus simplement et dans ce cas, je dirais même la réservation directe. Bon, vous vous en contrefichez peut-être un petit peu. Dès que ça devient votre métier, c'est-à-dire que dès que la source de revenus principale de votre foyer, c'est vos hébergements, oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça va vous permettre de mieux dormir la nuit, ça va énormément vous faciliter tout un travail administratif et de saisie qui autrement pourrait être hyper chronophage et en plus vraiment casse-pied à faire. Ça va vous permettre d'automatiser énormément de tâches et ça va vous donner des outils qui vont vous permettre d'être compétitif. Et c'est un mot important puisque malgré le fait que beaucoup de propriétaires sont fâchés contre les OTA, ils oublient une chose, c'est que leur concurrent, c'est pas les OTA, c'est les autres établissements dans lesquels les gens peuvent aller séjourner. Donc il faut être compétitif et c'est vrai que si vous êtes accaparé par la gestion administrative de votre établissement, si on compare 2 établissements qui sont en concurrence, il y a un chef d'entreprise qui passe la moitié de son temps dans l'administratif parce qu'il n'a pas les bons outils, alors que l'autre, il se libère énormément de temps pour faire du développement commercial. On sait tout de suite quel est l'établissement qui va le mieux fonctionner. Est-ce qu'il y a un outil en particulier que vous conseillez? Alors, ça va dépendre de la taille de l'établissement. Encore une fois, il y en a plein des outils. Donc, ce qu'il faut, c'est faire un diagnostic de vos besoins, de votre situation, de votre budget, bien évidemment. Et puis après, aller à la pêche à l'information. Alors, nous, on aide, on accompagne énormément à ce niveau-là. Il n'y a pas d'autre moyen de toute façon. Et il y a, il y a des outils généralistes qui vont servir à tout le monde. Et puis après, il y a des cas particuliers où il va falloir des outils un petit peu plus spécialisés, ou un petit peu plus gros, ou un petit peu plus petits, etc. Ce que je conseille pour les petits établissements, c'est d'essayer de chercher les outils qui sont tout en un, qui vont permettre de faire des économies en termes de budget et qui vont aussi énormément vous simplifier la vie. Il y en a un auquel je pense, par exemple, c'est Amenities, hein, qui va faire à la fois PMS, Channel Manager, Booking Engine et créateur de sites internet. Vous avez aussi Eloa, qui fait à peu près la même chose. Ils sont positionnés sur la même chose. Vous avez Guest-Centric qui va faire ça, et puis après dans les PMS, ou dans les channel managers ou les booking engine, vous en avez plein, quoi. Petit hôtelier, enfin little hôtelier, enfin il y en a plein. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord faire un état des lieux de ses besoins et on part toujours de ses besoins, pas de l'outil. Hein, c'est une erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils se font prospecter par des vendeurs de logiciels et ils essayent de voir comment eux, ils peuvent adapter, leur activité à ce logiciel. Non, c'est l'inverse. Il faut partir de vos besoins, et puis une fois que ça, c'est bien clair, eh bien, on va regarder ce qui se fait sur le marché pour répondre au plus près possible de ces besoins. Oui, je trouve ça super comme conseil. Effectivement, on a vraiment l'habitude de prendre le problème à l'envers et c'est bête parce qu'en fait, on est en position d'être client et finalement, c'est à nous de nous adapter, au logiciel au lieu de considérer que c'est au logiciel de répondre à toutes nos attentes donc
C'est important de le dire. Surtout qu'aujourd'hui, c'est possible. Il y a suffisamment d'offres sur le marché pour qu'on trouve vraiment chaussure à son pied. Donc, Cendrillon n'est pas obligée d'aller pieds nus au bal, elle peut vraiment trouver l'escarpin qui lui ira bien, qui lui permettra d'avoir le bon outil adapté. Quel est votre point de vue par rapport au label? Est-ce que c'est un moyen d'avoir une meilleure visibilité, peut-être une meilleure rentabilité? Est-ce que c'est juste, voilà, être en accord avec certaines valeurs? Alors il y a plusieurs labels différents. Il y en a qui sont très généralistes et il y en a qui sont sur des niches. Je pense par exemple à l'écotourisme ou à tous les efforts qui sont faits sur l'environnement. Donc, le nerf de la guerre en tant que chef d'entreprise, c'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. Si je choisis d'adhérer à un label, quel est le coût de cet investissement annuel et combien de réservations ça peut potentiellement me générer? Et ça va me permettre d'avoir mon retour sur investissement. Si le retour sur investissement projeté est positif, j'essaye. Et ce que je fais toujours, c'est que je teste pendant une année et je fais le bilan avant de reconduire l'année prochaine. Est-ce que ça a été positif ou est-ce que ça a été négatif? Si c'est positif, je continue. Si c'est négatif, j'enlève. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est pas homogène sur le territoire. Il y a des labels qui vont très bien fonctionner dans certaines régions. On va parler de Gîtes de France, par exemple, puisque c'est certainement un des plus connus. Gîtes de France, ça va très bien fonctionner dans certaines régions où l'antenne locale est hyper dynamique et fonctionne super bien. Et puis il y en a d'autres pour lesquels ça va pas bien fonctionner. Et à l'inverse, ça peut aussi dépendre de la nature de l'établissement. Donc il n'y a pas de règle et c'est pas parce que vous allez demander à quelqu'un son expérience avec un label, que son expérience va pouvoir dicter la vôtre. Moi, ce que je conseille, la première chose que je conseille de faire, c'est de comparer ce qui est comparable. Donc, si vous êtes intéressé par un label, le label, il est là pour vous vendre quelque chose. Demandez-lui des références d'établissements similaires aux vôtres dans un rayon de 50 kilomètres de chez vous. S'ils en ont pas, déjà, c'est une alerte. Parce qu'un rayon de 50 kilomètres, ça fait quand même une grande superficie en France. Donc si un label vous dit que des établissements similaires aux vôtres dans un rayon de 50 kilomètres, ils n'en ont pas pour que vous puissiez parler avec ces établissements-là, bon, déjà, je me méfierais pas mal. Après, la deuxième chose, s'il y en a, contactez-les. Demandez-leur leur retour sur expérience. Étant donné que, attention, leur réponse risque d'être teintée. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous répondre très honnêtement, et il y en a qui vont vous dire que ça fonctionne super bien parce qu'ils veulent se mettre en valeur, ou au contraire, vous dire ça fonctionne super mal parce qu'ils n'ont pas du tout envie que vous rentriez dans un label qui fonctionne super bien. Et d'autres qui auront même pas poussé la réflexion et qui sauront même pas évaluer leur retour sur investissement aussi. Et alors oui, et ça va être la grosse majorité. Donc en fait, il y a vraiment qu'une seule bonne manière de faire, c'est de tester, et de faire attention quand on fait un test de bien, être en capacité d'analyser. Donc, on va dire, imaginons que ça rapporte, allez, que ça coûte, un label coûterait, je vais dire n'importe quoi, 1 000 € par an. Bon, bah, si ça vous a apporté plus de, 1 000 € en réservation, en chiffre d'affaires, bah, vous êtes à l'équilibre ou vous êtes en dessous ou vous êtes au-dessus. Et là, vous savez si ça tranche ou pas. Maintenant, il y a quelque chose d'immatériel qui se mesure pas, enfin qui se mesure moins, c'est la réputation, l'image. Dans une stratégie de marque, par exemple, on peut très bien décider qu'un label ne va pas forcément être rentable tout de suite par le nombre de réservations, mais par contre, à long terme, l'image que ça nous apporte pourrait être rentable. C'est très difficile à mesurer, et c'est particulièrement vrai pour les labels qui sont naissants, par exemple dans l'écotourisme ou dans l'environnement. Moi, je suis très terre à terre, hein. C'est que si c'est pas rentable économiquement, j'ai tendance à couper court. Je vois ça. Justement, on a dit plus haut, souvent les nouveaux hôteliers sont, pas forcément issus d'une formation hôtelière, c'est, une reconversion, une nouvelle vocation révélée et il est toujours un peu difficile de savoir évaluer la santé financière de son activité, de savoir, quoi regarder et on vient de le dire, d'être sûr qu'il y a un retour sur investissement. Est-ce que vous avez, des petits tips à nous donner sur les chiffres clés à connaître? Alors si on parle, dans le cadre d'un achat d'une affaire, hein, je crois que c'est votre question. Dans le cadre de l'achat d'une affaire, l'idéal, de toute façon, c'est d'avoir les 3 derniers bilans et comptes de résultats et de les éplucher. Et donc là, c'est vraiment la performance financière en termes de marge et de résultats qui va vous dire si l'établissement a un potentiel ou pas. Si c'est positif, regardez l'établissement, sa communication. Imaginez que vous voulez acheter un hôtel indépendant, vous regardez les chiffres, c'est bon sans plus. Mais le site internet est pourri, l'hôtel a besoin d'un rafraîchissement et vous sentez que les hôteliers qui le gèrent, ils sont épuisés, ils ont envie de passer à autre chose.
bon, bah là, vous savez que vous avez potentiellement une pépite, parce qu'il est déjà rentable tel quel, et une fois que vous allez avoir fait les rénovations à la fois physiques de l'établissement, mais aussi de la commercialisation, de la communication, etc., ça ne peut être que encore plus rentable. Donc on commence toujours et systématiquement par les indicateurs financiers. Après, quand vous êtes en opération, hein, que vous êtes dans un établissement qui tourne déjà, alors là, c'est ce qu'on appelle les KPIs, hein, les Key Performance Indicators, il y en a plein. Le plus important, c'est la marge, puisque de toute façon, c'est ça qui va dicter si oui ou non vous êtes rentable. Il faut se souvenir que ce qu'on gagne n'est pas important, c'est ce qu'on garde qui est important. Si vous générez, je ne sais pas moi, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais que vous avez 1 200 000 € de charges, vous avez beau avoir un super chiffre d'affaires, en fait, vous n'avez pas de marge. Même vous êtes dans le déficit. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc moi, le premier truc que je regarde, c'est la marge. Après, quand on est en opération, il y a plein d'autres choses qu'on peut regarder. Alors, il y a les très très basiques comme le taux d'occupation, comme le revenu par chambre ou le revenu par client, le taux de réservation directe, le taux de transformation de son site internet. Mais ça, c'est des choses qui sont secondaires. Ça va énormément aider, mais la première chose qu'il faut regarder, c'est la marge. On l'a évoqué, très rapidement un peu plus tôt. On parlait, justement des avis clients et je pense, que c'est essentiel pour un hôtelier d'avoir une très bonne réputation et notamment une e-réputation, donc grâce aux expériences clients et au partage. Comment ça se construit? Doucement. C'est vrai, c'est vrai. Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre dans notre métier, la réputation est au centre de la commercialisation. Vous imaginez bien qu'une entreprise comme TripAdvisor, qui fait des milliards de dollars de chiffre d'affaires et de bénéfices chaque année, tout son business model dépend des avis clients. Donc, on imagine bien que si une entreprise peut générer des milliards de dollars de bénéfices sur les avis clients, c'est bien que les avis clients sont très importants. Déterminant pour une vente. Absolument. En moyenne, un client, avant de faire une réservation, il va en visionner ou en lire 9. C'est beaucoup, 9. Après, il y a des petites choses qu'il faut savoir. Le L'avis client, c'est une histoire, en fait, hein, c'est toujours ce que je dis. Dans notre industrie, il y a beaucoup de gens qui vous disent que vous vendez de l'hébergement ou vous vendez des expériences. Moi, j'ai une approche un petit peu différente. Je dis qu'on vend rien de tout ça, parce que ça, c'est pas des choses que les gens ils peuvent rapporter avec eux, et que quand on achète quelque chose, c'est quelque chose qu'on peut emporter. Et que la seule chose que les gens peuvent emporter une fois qu'ils sont partis de chez nous, c'est l'histoire qu'ils vont raconter de leur séjour qu'ils ont passé chez nous. Donc moi je dis, ce que vous vendez, c'est l'histoire que les gens vont raconter une fois qu'ils seront partis. Si elle est positive, cette histoire, si ils ont vraiment un truc génial à dire, c'est que vous avez cartonné. Vous avez réussi à faire votre métier avec l'effet waouh. Et ça, c'est top. Et là, vous pouvez être sûr qu'il y aura une e-réputation fantastique au rendez-vous. Si vous avez fait votre métier sans plus, c'est-à-dire tout est bien, mais rien n'est waouh, vous n'aurez pas d'avis client. Ils diront c'est bien, éventuellement, mais c'est tout. Et puis après, vous avez l'inverse, si vous avez merdé quelque part, et ça arrive, et que vous n'avez pas redressé la barre, c'est-à-dire que vous n'avez pas su solutionner le problème, eh bien là, vous allez avoir des avis négatifs. Donc, quand je forme les gens et que je leur explique qu'il faut qu'ils pensent à leur commercialisation, en fait, il faut réfléchir dès les premiers instants de l'élaboration de votre stratégie commerciale, il faut réfléchir à l'histoire que vous voulez vendre, parce que c'est cette histoire que vous allez vendre qui va construire votre e-réputation. Et ça se planifie. Contrairement à ce que les gens pensent, ça se planifie. On peut, d'ores et déjà, bien avant d'avoir construit un hôtel, réfléchir à l'histoire qu'on veut que les gens racontent une fois qu'ils auront séjourné chez nous. C'est fondamental. Ce que vous vendez, c'est ça. Quelle est l'histoire que vous aimeriez raconter? Imaginez, je vais vous donner un exemple concret, puisque c'est du vécu avec un de mes élèves. Je ne vais pas donner le nom de l'établissement parce que je n'ai pas son autorisation, mais établissement proche de l'aéroport d'Orly à Paris, un hôtel dans un immeuble à type années 70 en béton. On va pas se cacher, c'est pas un truc méga sexy, le béton. Les immeubles des années 70 dans les banlieues parisiennes, c'est quand même pas le truc qui vend du rêve, hein. Nickel chrome, c'est-à-dire qu'en termes d'entretien, et c'était quelque chose de très moderne, de mise à jour, etc. Donc rien à redire. Sa clientèle, il s'en est rendu compte et c'était évident, c'est principalement de la clientèle affaires liée au pôle Orly. Donc ça, rien à redire. Et il cherchait, ça nous ramène à une question que vous m'avez posée tout à l'heure sur comment se différencier. Et donc, je lui ai dit, voilà, il faut que tu réfléchisses à cette histoire. Ne cherche pas à te différencier autrement que par l'histoire que les gens vont raconter. Des hôtels comme le tien, autour de toi, il y en a plein.
Quelle est l'histoire? Imagine un célibataire géographique qui vient pour le boulot, là, l'ingénieur qui vient chez Safran pendant une semaine. Il va être à l'hôtel pendant une semaine. Il va revenir dans son foyer. Qu'est-ce qu'il va raconter à sa famille, à sa compagne, à son compagnon quand il va revenir chez lui? Qu'est-ce qu'il va dire de son séjour chez toi? Quelle est l'histoire qu'il va raconter? Peut-être qu'il va rien raconter du tout. Parce que ton hôtel est très bien, mais il fait rien d'extraordinaire. Et c'était exactement le cas pour lui. Et il cherchait le truc. Et donc, en fait, ce qu'on a imaginé avec lui, c'est que comme il y avait énormément de clientèle affaires qui venait, on l'a aidé à créer un club d'affaires. Et son hôtel, c'est devenu la coqueluche de l'endroit où il est, parce que les gens, du coup, ils viennent pour réseauter. Et ils savent que il y a un endroit dans lequel ils vont pouvoir venir. Et en plus, au lieu d'être comme des cons, entre guillemets, seuls à sa table de petit déjeuner, eh bien, les gens, ils peuvent, quand ils viennent à l'hôtel, tirer un numéro d'une autre chambre, et ils vont être mis à table le soir avec eux pour le dîner. Et ils vont pouvoir discuter business. Et ils ont créé un club comme ça. Et ben voilà, ça, c'est une histoire que les gens vont raconter derrière. Alors nous voilà déjà arrivés à la fin de cette interview et comme à mon habitude, il me reste 2 questions à vous poser. Tout d'abord, dans quel gîte ou maison d'hôte aimeriez-vous séjourner pour le week-end? En ce moment, on bosse tellement sérieusement qu'ils me font tous de l'œil. J'ai juste envie de partir en vacances. Donc, le premier de disponible, près d'une plage avec une vue sympa, sera mon choix, je pense, en ce moment. Et enfin, comment nos auditeurs peuvent-ils vous contacter? Alors, voilà, il y a plein de moyens de nous contacter différents. D'abord, vous pouvez aller sur notre site internet, donc Ododo, hein, on ne peut pas faire plus simple, ododo.io. I comme Isabelle, O comme Olivier. En allant sur ce site internet, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un de nos coachs pour qu'il fasse avec vous un diagnostic et un audit de votre établissement. Donc ça, c'est super simple. Pour encore plus de simplicité, notre adresse mail générale, c'est ododo@ododo.io. Vous êtes les bienvenus pour nous envoyer un email si vous avez des questions. Vous pouvez aussi nous trouver sur les réseaux sociaux. Vous tapez Ododo ou accélérateur Ododo et vous nous trouverez, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Voilà. On est présent un petit peu partout. Et vous pouvez envoyer une petite communication à Marc-Antoine pour lui proposer votre établissement avec vue sur mer. Absolument. Alors, je ne vous cache pas que, comme d'habitude dans les couples, hein, c'est madame qui tranchera, mais avec plaisir. Bon, merci beaucoup Marc-Antoine pour votre temps et cette présentation très détaillée de la formation au dodo. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Et bien, merci Laura pour votre disponibilité et puis je salue tous vos auditeurs et surtout n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de vous aider. Super, merci beaucoup. Merci, au revoir Laura. Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non? Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast, c'est pareil. Aussi, je vous serai très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. À très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte.